Le petit surdoué qui s'ennuyait à l'école, aujourd'hui est devenu grand. Carlos Tinoco a enseigné des années la philosophie au lycée avant de devenir psychanalyste. Son regard éclairé sur le monde scolaire vient casser quelques clichés sur les hauts potentiels à l'école. L'idée sur l'ennui, par exemple, des gamins surdoués à l'école, c'était qu'ils s'ennuyaient parce qu'ils étaient plus intelligents et que du coup ils étaient plus rapides, qu'ils avaient déjà compris et que voilà, c'était pas adapté à leur rythme. Ça paraît de bon sens. Mais en fait, c'est faux. Si on va au bout de ce raisonnement, ça suppose que les autres ne s'ennuient pas. Qui, empiriquement, est évidemment archi faux. Enfin, interrogez les gens autour de vous, et vous verrez quand même que 95% ou 99% des gens vont vous dire qu'ils ont passé l'essentiel de leur temps à l'école, les années de collège, etc., à s'ennuyer copieusement. Si tout le monde s'ennuie à l'école, pourquoi les enfants à haut potentiel seraient-ils différents des autres élèves? Je voyais bien que les autres s'ennuyaient, que le prof lui-même s'ennuyait en faisant son cours, la plupart du temps. Enfin, ça ronronne, les autres somnolent, mais il l'acceptait. Et moi, il fallait que je massacre mes gommes, il fallait que j'emmerde mes potes, il fallait que je provoque le prof, il fallait que quelque chose se passe. Enfin, c'était insupportable. J'avais sans doute, même si je le formulais pas exactement dans ces termes, mais j'avais une conscience trop aiguë, sans doute de la mort, du temps qui passe, enfin de la nécessité que les choses aient du sens à chaque minute, pour tolérer cette espèce de temps figé, glacé. Accepter une situation qui semble dénuée de sens, que cela soit sur les bancs d'école ou ailleurs, c'est compliqué pour un surdoué. Cela pourrait sembler un caprice. Pour Carlos Tinoco, c'est au contraire le comportement qui définit le haut potentiel. Une définition qui dépasse donc les simples capacités intellectuelles. Une personne surdouée, une personne HP, c'est quelqu'un qui est plus intelligent que les autres? Non, d'abord non. Et je pense que tant qu'on le définit comme ça, tant qu'on le prend sous le prisme des tests de QI, on se condamne à pas comprendre grand-chose à l'écart dont on parle. Je vais donner une définition un peu qui tranche radicalement. Une personne surdouée, c'est la personne qui, dès l'enfance, ne peut pas ne pas voir que le monde est fou. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, donc dans toutes les sociétés, les êtres humains, comme ils ont conscience du temps qui passe, de la mort, de la solitude, ils ont besoin que ça fasse sens, ils ont besoin que ça ait du sens. Et la manière de faire sens, c'est de se raconter des histoires. Toutes les sociétés, tous les groupes sociaux forgent des récits collectifs, auxquels la plupart des individus adhèrent sans les réinterroger. Justement, il faut surtout pas voir la fragilité de ces récits, voir qu'ils sont arbitraires, voir qu'ils sont ineptes, parce qu'on s'effondrerait. Et selon vous, que fait un HP avec ces récits? Un HP, justement, il envoie la facticité. Dès le départ, il n'arrive pas à y croire. Ne pas croire au récit collectif et toujours avoir besoin de comprendre, quitte à remettre en question l'ordre établi, c'est exactement ce à quoi Carlos Tinoco a été confronté durant ses années d'enseignement. Ce qui me rassurait quand j'étais prof, c'est d'ouvrir justement des questions dont je savais que j'arriverais jamais à les résoudre, mais que c'était qu'en les ouvrant qu'on pouvait commencer à faire quelque chose qui ait du sens. Dire finalement, qu'est-ce que c'est que l'école? À quoi elle sert? Pourquoi on note? Pourquoi on fait cours de telle manière? Pourquoi des classes? Pourquoi... Voilà. Et ce sont les mêmes questions finalement que tous les autres repoussent obstinément, parce que finalement, ce sont les questions qui risqueraient de leur montrer que ce sur quoi repose leur pratique est inepte. Donc c'est violent des deux côtés. C'est-à-dire que quand je les voyais ne jamais se poser ces questions, c'était suffocant pour moi. Je me disais, mais comment ils peuvent être profs sans se poser ces questions-là? Mais à l'inverse, quand moi je les soulevais, je leur faisais une très grande violence. Quand on se construit aussi radicalement à l'écart de ces récits collectifs, on n'arrivera pas à y croire, on n'arrivera pas à y adhérer. Donc ça, c'est la manière dont beaucoup de surdoués, finalement, à un prix énorme, font des concessions pour, etc., et en même temps se sentent toujours en défaut, ont l'impression de devoir renoncer à eux-mêmes. C'est mortifère. Une des questions les plus douloureuses qui est soulevée par les gens qui sont concernés par cette question, c'est bien la question de la solitude et de la difficulté qu'il y a à trouver des partenaires de jeu. En effet, j'ai commencé à avoir vraiment des groupes de potes avec lesquels jouer quand mes parents m'ont mis dans une structure où j'allais les mercredis et samedis après-midi et qui était destinée aux gamins qu'on appelait surdoués à l'époque. Et c'est là que j'ai découvert ce que ça pouvait être que jouer en bande.
Jusque-là, alors que ça m'angoissait beaucoup parce que j'arrivais pas du tout à comprendre pourquoi, il y avait ce sentiment de malaise et qui, encore une fois, perdure toute une vie.